parler d'ici. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Mon nom est donc Catherine Deutsch, vous le prononcez parfaitement. Je suis ici comme membre, en tant qu'expert du Conseil supérieur national des personnes handicapées. Je suis également parent d'un adulte handicapé mental. Je vous remercie pour cette invitation et je vous prie d'excuser Madame Marlière, la présidente du Conseil, qui est empêchée pour raison familiale. Alors peut-être que je me trompe, mais je pense remarquer que je suis la seule personne du Conseil, la seule personne invitée en lien direct avec le handicap. Moi, je le suis au niveau fédéral. Où se trouve la personne qui parlerait au nom d'un conseil consultatif wallon? La réponse, vous la connaissez. La fonction consultative wallonne transversale handicap n'existe pas. La commission wallonne de la personne handicapée ne se réunit plus depuis la création en 2019 du collège de stratégie et de prospective. Au sein de ce collège de 50 membres, seuls 2 membres représentent les personnes handicapées. Aucun avis n'a été émis depuis 2019 et seules les matières aviques sont traitées, donc il n'est pas question de logement, de pauvreté ou de mobilité par exemple. On l'a constaté dès le début de la première vague de la crise, la ministre n'a pu se tourner vers un conseil d'avis handicap compétent. Tant et si bien qu'elle a finalement accepté d'entendre les associations siégeant au comité de branche handicap, qui voulaient lui faire part de situations de vie extraordinairement difficiles, voire dramatiques, portées à leur connaissance. Puis-je vous rappeler que la Belgique et les entités fédérées ont ratifié en 2009 la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées, dont son article 4.3 précise que dans l'adoption de toute décision sur les questions relatives aux personnes handicapées, les États parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes par l'intermédiaire des organisations qui les représentent. Les experts de l'ONU ont donc conclu dans leur rapport que la Wallonie ne répond pas aux exigences de la Convention sur les droits des personnes handicapées. Je reviendrai brièvement sur la fonction consultative lorsque je vais évoquer les avis émis par le Conseil. Alors, quelles sont les missions du Conseil supérieur? Il a été créé en 1967 et il est chargé de l'examen de toutes les matières au niveau fédéral susceptibles d'avoir des conséquences sur la vie des personnes handicapées. Le Conseil émet régulièrement des avis dans des domaines tels que l'allocation des personnes handicapées, l'emploi, l'accessibilité des bâtiments publics, la mobilité. Les 20 membres du Conseil sont tous des personnes qui ont une expérience de terrain et ou une expérience reconnue dans le domaine du handicap. Leur mandat n'est pas rémunéré. Le Conseil supérieur rend des avis sur demande de ministres ou de secrétaires d'État ou des avis d'initiative. Ces avis sont publics, mais ils ne sont pas pour autant contraignants. Le politique peut s'en distancier sans justification. Par ailleurs, la demande d'avis arrive au Conseil trop souvent, fort tard dans le processus de réflexion et de décision. Le Conseil dispose d'un secrétariat rattaché administrativement à la DG handicapée. Dans ce contexte, le Conseil mène un travail de sensibilisation, d'interpellation politique. Et durant la première vague de la crise sanitaire, le Conseil a donné toute son énergie à sa fonction d'information, de participation à la décision, à la prise de décision et d'interpellation. C'est ainsi que dans ce cadre, le Conseil a émis un certain nombre d'avis d'initiative. Donc dans le cadre de la Covid, il en a émis d'autres évidemment. Alors, par exemple, l'avis numéro 7 concernant la gestion administrative des dossiers de la DG Handicap. Je ne vais pas détailler, c'est un peu technique. L'avis numéro 8 relatif aux règles à suivre pour la régulation en cas de besoin de patients atteints par la Covid-19 vers les soins intensifs. Le Conseil relève que la saturation des services observée dans les hôpitaux a eu comme corollaire
des interrogations autour de la priorité à l'accès aux soins intensifs. La charte du comité d'éthique de la Société belge de médecine laisse la porte ouverte à beaucoup d'interprétations. Le Conseil demande que les choses soient clarifiées pour lever les incertitudes liées au statut de la personne handicapée et au respect de l'expression de sa volonté en matière de soins ou de fin de vie. L'avis 9, relatif aux mesures prises à la suite de la crise et leurs conséquences pour les personnes handicapées. Le Conseil fait plusieurs constats et recommandations plutôt d'ordre de santé publique. Parmi ces recommandations, le Conseil demande la pleine accessibilité, entre autres, aux informations. Par exemple, il s'agit par exemple ici de l'enjeu du langage des signes ou du langage facile à comprendre. La pleine accessibilité aux services et aux installations, même s'il s'agit d'aménagements provisoires. Et la pleine accessibilité au matériel adapté. Il demande de renforcer le soutien aux aidants proches et une meilleure prise en compte des personnes isolées. Il demande le financement des aménagements exceptionnels qui ont été faits et supportés financièrement par les lieux d'accueil pour personnes handicapées. Il demande enfin que les systèmes d'évaluation prennent aussi compte de la situation de handicap. L'avis numéro 10, relatif à la prise en compte des conseils d'avis des personnes handicapées dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire. Il peut être résumé en une seule phrase. L'existence de conseils d'avis rassemblant des personnes concernées par le handicap, de façon personnelle ou professionnelle, est essentielle pour la démocratie en temps normal. En temps de crise, la prise en compte de ces avis est indispensable. L'avis numéro 13, relatif à la stratégie de déconfinement et plus particulièrement à son impact sur les structures collectives. Le point important, c'est que les institutions sur lesquelles nous insistons, c'est que les institutions doivent veiller à ce que le confinement et mesures de confinement ne soient motivées que par des raisons sanitaires objectives. L'avis 14, relatif à la stratégie de déconfinement de la DG handicapée, là aussi je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un peu technique. Et enfin, l'avis numéro 15 qui a été rendu à la demande de la SNCB relatif à leur stratégie de déconfinement. Ils ont présenté toute une série de mesures sur lesquelles nous avons réagi, comme toujours de manière constructive et exhaustive. Alors le Conseil, en plus des avis, a également participé aux réunions hebdomadaires du groupe de consultation qui alimentait la task force groupe vulnérable. Plusieurs fiches ont été transmises, actions urgentes et besoins à long terme ou besoins non encore couverts. Cette implication aux côtés du réseau de lutte contre la pauvreté a permis de dégager une prime Covid de 50 € par mois pour tous les allocataires sociaux, CPAS et allocations personnes handicapées. Le congé parental Covid a aussi été obtenu pour les parents d'enfants habituellement institutionnalisés et contraints de rentrer chez eux. Le Conseil a transmis de façon régulière et informelle au groupe des 10 experts du GES, autour des mesures de déconfinement principalement. Le Conseil informe de façon continue les personnes handicapées et les associations via son site. Alors c'est autour de 2 points, les revues de presse et les publications de courtes informations. Depuis le mois de mars, tous les avis du Conseil et un certain nombre de ces flash infos, on va dire, sont en facile à lire et à comprendre de façon à joindre le plus grand public possible. Public handicapé, évidemment. Alors, cinquième point, le Conseil a également fait un certain nombre d'interpellations politiques et administratives. Donc c'est toujours, je ne parle que dans le cadre de la crise Covid.
par exemple une lettre à la ministre de la Santé avec une interpellation parlementaire, suite à un courrier de celle-ci qui indiquait que le handicap ne peut être le seul critère de tri aux soins intensifs. Bien évidemment, pour le Conseil supérieur, le handicap en tant que tel ne peut pas être un critère. La lettre du 27 avril 2020, adressée également à la ministre de la Santé et au président du comité de direction du SFP Santé publique, relative à la prise en compte des personnes handicapées dans les statistiques de la Covid. C'est donc un appel aux données et à des statistiques Focus Handicap. L'info du 30 du 4-20 concernait la SNCB et l'interdiction de bénéficier d'une assistance à l'accompagnement des voyageurs handicapés. Il y a eu également une interpellation du ministre des Finances au sujet du taxon web afin de demander un accès en visioconférence avec langue des signes. Et enfin, le tracing, une interpellation toujours en cours pour le suivi des personnes sourdes et une interpellation du cabinet Meul au sujet de l'application smartphone du Corona Alert et de l'accessibilité aux personnes aveugles. Cette accessibilité a été confirmée par la ministre. Je termine ici cette énumération. Pour conclure, je voudrais attirer votre attention sur 3 points. La crise sanitaire met une nouvelle fois en lumière le désarroi des personnes et des familles face au contexte institutionnel belge. La répartition des compétences n'est pas claire et ceci a pour conséquence que beaucoup de personnes handicapées n'accèdent pas à leurs droits. Deuxième point, si cette crise a mis en évidence les bienfaits de la digitalisation, je pense au télétravail, elle met aussi le doigt sur ses effets pervers. Beaucoup de personnes sortent des radars et n'y rentrent plus. C'est un des plaidoyers du Conseil supérieur. À côté du mouvement inéluctable de la digitalisation des services, il faut ramener dans les services publics des services d'accompagnement humain capables d'identifier et de soutenir les personnes oubliées et dans l'ombre. Enfin, cette crise impose la nécessité de renforcer les services collectifs accessibles pour des personnes handicapées et leurs familles. Il n'y a pas eu un adulte, un enfant ou une personne handicapée âgée qui n'a pas dû renoncer en tout ou en partie à la fréquentation de son institution, son école, ses services d'accompagnement. Suite à cela, des aidants proches, des parents n'ont eu souvent pas d'autre choix que de renoncer à leur choix de vie privée ou professionnelle. Sans la solidarité des proches, l'État aurait été incapable de répondre à leurs besoins. Vous l'aurez compris, et j'en reviens au développement premier de mon intervention, s'il y a bien un enseignement à tirer de cette crise de manière urgente, c'est la nécessité de mettre en place une fonction consultative transversale handicap dotée des moyens de fonctionnement adéquats. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame Deutsch.